Quand une fille est traitée comme une marchandise, quelque chose en elle meurt bien avant que son innocence ne soit volée. Bonjour, mes chers amis, ici Thérèse, votre mamie, avec mes 66 ans d'expérience de vie, et une histoire qui est restée enfermée dans mon âme pendant plus de 5 décennies. Je suis assise ici sur ma véranda à Quimper, Finistère, savourant mon café et mes biscuits au beurre pendant que les cigales chantent dans l'érable de ma cour arrière. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à vous tous, car certaines vérités doivent être dites, même si elles blessent l'âme, à la fois de celles qui racontent et de ceux qui écoutent. Avant de commencer ce voyage difficile, je voudrais demander à ceux qui regardent maintenant de laisser un pouce en l'air sur cette vidéo et de s'abonner à la chaîne. Cela signifiera beaucoup de savoir que je ne suis pas seule à partager cette histoire. Et si vous pouvez commenter ci-dessous de quelle ville vous regardez. D'accord. Votre gentillesse me donne la force de continuer. Aussi, mes amis, j'aimerais savoir combien de grossesses vous avez eues. J'adorerais lire cela dans les commentaires de cette vidéo. Remontons à 1958, quand je n'existais même pas encore. Ma mère, Irène Morel, avait 18 ans et était amoureuse d'un jeune homme nommé Antoine Fournier, qui travaillait dans la construction à Lorient. Ils avaient des projets de mariage. Quand ils découvraient que j'étais en route, mon père était très heureux de la nouvelle. D'après ce que ma mère m'a raconté, il commençait à faire des heures supplémentaires, économisant chaque centime pour préparer notre petite maison simple en périphérie de la ville. C'était sur l'un de ces chantiers, travaillant au 3e étage d'un bâtiment en construction, que la tragédie frappait. Un échafaudage cédait et mon père tombait, traumatisme crânien, disait-il. Il n'arrivait même pas à l'hôpital vivant. Ma mère était enceinte de 5 mois. Quand elle recevait la nouvelle, je n'ai jamais connu mon père. Mais jusqu'à ce jour, je portais la seule photo de lui, que ma mère gardait dans une petite boîte en bois. Un jeune homme mince avec un sourire timide et des yeux gentils. Sa mort changeait tout. Ma mère, sans éducation et enceinte, ne pouvait pas trouver de travail. La famille de mon père venait d'Auvergne rurale et avait à peine de quoi se soutenir elle-même, donc il ne pouvait pas aider. C'est alors que mon grand-père maternel, Gérard Morel, nous offrait un abri. À l'époque, cela semblait une bénédiction. Mais aujourd'hui, je sais que c'était le début d'un cauchemar qui durerait des années. Je suis né en janvier 1959 à la maison avec une sage-femme, une belle fille, avec des yeux verts comme son père. Disait ma mère, la vie était difficile, mais dans ces premières années, il y avait une apparence de normalité. Nous vivions à l'arrière de la maison de mon grand-père, dans une petite pièce qu'il avait aménagée. Ma mère prenait des lessives, nettoyait des maisons en ville, vendait des bonbons à la porte de l'école. Cela nous donnait à peine assez pour manger correctement. Mais nous nous débrouillions. Mon grand-père, Gérard, avait été militaire dans sa jeunesse. C'était un homme dur, de peu de mots et de nombreuses règles. Veuf depuis des années, il gérait sa petite pension avec une main de fer. Il n'était pas affectueux, mais il n'était pas cruel non plus dans mes premières années.
Il était juste absent, comme si j'étais une gêne nécessaire qu'il tolérait par amour pour sa fille. Les choses commençaient à changer quand j'avais 7 ans. Je me souviens de mon grand-père observant plus attentivement quand je jouais dans la cour. « Cette fille devient trop jolie pour notre bien », commentait-il une fois à ma mère. À l'époque, je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Aujourd'hui, avec la sagesse des années, je sais qu'il calculait déjà ma valeur marchande. J'allais à l'école comme tous les enfants, mais j'étais toujours silencieuse. Observatrice. L'enseignante disait que j'étais intelligente, mais trop timide. La vérité est qu'il y avait quelque chose dans les figures masculines qui provoquait déjà une peur instinctive en moi. Être était-ce la manière dont mon grand-père me regardait, ou était-ce juste l'absence de mon père? Une figure que je ne connaissais qu'à travers des histoires. Notre situation financière était de plus en plus difficile. Ma mère vieillissait avant l'heure. Ses mains craquelaient par la lessive, son dos courbé par le nettoyage des sols. Certaines nuits, je l'entendais pleurer doucement dans notre petite pièce. Je faisais semblant de dormir, mais gardais chaque sanglot dans mon cœur. À 10 ans, je commençais à aider ma mère avec les tâches. Je lavais les vêtements plus petits, balayais la cour, vendais les biscuits qu'elle faisait aux maisons voisines. C'est à cette époque que je remarquais comment mon grand-père regardait les adolescentes passant dans la rue. Un regard qui me donnait des frissons, même sans comprendre pleinement pourquoi. Les femmes sont comme des fruits. Thérèse, me disait-il une fois, quand il me surprenait à l'observer, il faut les cueillir au bon moment. Pas trop vertes, pas trop mûres. J'étais confuse par cette étrange comparaison. Mais je la gardais pour moi, comme je gardais tant d'autres choses. Ma mère travaillait de plus en plus et restait de moins en moins à la maison. Je remarquais qu'elle évitait de passer trop de temps près de son propre père, comme si quelque chose chez lui l'effrayait aussi. Des années plus tard, je comprenais qu'elle intuait probablement ce qui allait arriver, mais était trop prise au piège par la nécessité pour faire quoi que ce soit. Quand j'avais 12 ans, nous avions un grave problème. Ma mère tombait malade, une pneumonie sévère, qui l'a laissée alitée pendant presque 2 mois, incapable de travailler. Les dettes s'accumulaient. L'argent de la pension de mon grand-père couvrait à peine les médicaments. C'est à ce moment que je voyais mon grand-père parler à un homme inconnu à notre portail. Un homme gros, d'environ 40 ans, bien habillé, avec une grosse voiture garée devant. Il me regardait quelquefois pendant la conversation, et l'homme souriait d'une manière qui me faisait courir à l'intérieur de la maison. Qui était cet homme? Grand-père, demandai-je, après que l'étranger était parti. Un ami qui peut résoudre nos problèmes. Thérèse, il est intéressé à mieux te connaître. Shijien. Cette phrase résonnait dans ma tête pendant des jours. J'étais encore trop innocente pour comprendre pleinement, mais quelque chose au fond de moi sonnait des alarmes. Ma mère se rétablissait progressivement, mais la situation financière ne faisait qu'empirer. Le propriétaire menaçait d'expulsion. Les pharmacies ne voulaient plus vendre à crédit. C'est alors, par une nuit de mai, quelques mois avant mon 13e anniversaire, que j'entendais une conversation qui changerait ma vie pour toujours. Elle est encore trop jeune. Papa, la voix de ma mère semblait angoissée. Pas jeune du tout. Elle est presque une femme et
le docteur Auguste a offert beaucoup d'argent, de l'argent, dont nous avons besoin. Irène, où as-tu oublié les factures que tu dois payer? Mais c'est juste une enfant. Ma fille, et à quoi sert d'être ta fille si vous finissez toutes les deux à la rue? Le docteur ne lui fera pas de mal. Il veut au Tiouchtin qu'elle porte un enfant que sa femme ne peut pas avoir. Elle est forte, en bonne santé, belle. C'est un service comme un autre. Je sentais mon sang se glacer dans mes veines, même sans comprendre pleinement ce qu'il planifiait. Je réalisais que quelque chose de terrible était décidé à mon sujet sans mon savoir ni mon consentement. Et après la naissance de l'enfant, demandait ma mère, sa voix déjà plus faible, comme si elle commençait à céder. Ils prennent le bébé, nous gardons l'argent. Et la vie continue. Si ça fonctionnait, il y a d'autres couples intéressés. Nous pouvons résoudre notre situation une fois pour toutes. Je n'oublierai jamais le silence qui suivait un silence long, lourd, qui semblait contenir tout le poids des choix terribles que les adultes font quand ils sont désespérés. D'accord, entendais-je enfin ma mère dire, sa voix étouffée par des larmes retenues, mais je ne veux pas connaître les détails et je ne veux pas être là quand ça arrivera. Mais je courais à mon lit, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait sortir de ma bouche. Cette nuit-là, je ne dormais pas. Je restais allongée, regardant le plafond en bois de notre petite pièce, essayant de comprendre ce qui arrivait, priant pour avoir mal compris. Mais je n'avais pas mal compris. 3 jours plus tard, ma mère annonçait qu'elle passerait le week-end chez une amie. C'était la première fois qu'elle me laissait seule avec mon grand-père, et ses yeux ne pouvaient pas rencontrer les miens. Quand elle disait au revoir, sois une bonne fille. Thérèse était tout ce qu'elle disait avant de partir, portant un petit sac et laissant sa dignité derrière. Cette même nuit, mon grand-père entrait dans ma chambre et jetait une robe sur mon lit. Une robe bleu clair, simple, mais la plus jolie que j'avais jamais vue de ma vie. Mets ça, ordonnait-il, et lave bien tes cheveux. Le docteur Auguste vient dîner ce soir. C'est alors que je comprenais qu'il n'y avait pas d'échappatoire, que le destin qu'ils avaient planifié pour moi était scellé, que mon corps, encore en développement, avait été vendu sans que j'aie mon mot à dire. Je lavais mes longs cheveux du mieux, que je pouvais mettre la robe, qui était un peu large au niveau de la poitrine, et attendais, assise au bord du lit, mon cœur battant de peur. Quand la sonnette retentissait, j'avais envie de vomir. Le docteur Auguste arrivait à 19h, apportant une bouteille de vin pour mon grand-père et une boîte de chocolat pour moi. Pendant le dîner, commandé au restaurant du coin, quelque chose que nous ne faisions jamais par manque d'argent. L'homme m'observait avec un intérêt qui me donnait envie de disparaître. Elle est parfaite. Monsieur Gérard, disait-il, en m'analysant à travers la table, est-elle en bonne santé? Jamais eu de maladie grave, en bonne santé comme un cheval? Répondait mon grand-père, comme s'il vendait un animal de ferme. Forte, intelligente, elle donnera une bonne progéniture. Docteur, vous pouvez parier là, dessus? Oh oui, je gardais les yeux baissés, les larmes menaçant de couler à tout moment. L'homme tendait la main.
et touchait mon visage, soulevant mon menton pour me regarder dans les yeux. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, petite. Je prendrai bien soin de toi. Et quand notre enfant naîtra, tu auras reçu assez pour aider ta mère pendant longtemps. Je ne pouvais pas répondre. Sa main sur mon visage semblait brûler ma peau. Et l'odeur d'eau de Cologne coûteuse mélangée à la cigarette me donnait la nausée. Après le dîner, mon grand-père disait soudain qu'il devait aller au magasin acheter des cigarettes. Il n'avait jamais fumé de sa vie. C'était le signal convenu. Dès que la porte se fermait, le docteur Auguste s'approchait de moi sur le canapé. « Ton grand-père m'a tout expliqué », disait-il. « Ça m'a une lourde attrissante sur mon genou. Tu porteras mon enfant. Puisque ma femme ne peut pas, c'est un honneur. Tu sais, nous payons très bien pour ça. » J'essayais de m'éloigner, mais il tenait mon bras fermement. « Ça ne fera pas trop mal », continua-t-il, sa voix maintenant plus basse, plus menaçante. « Et tu ferais mieux de coopérer parce que ton grand-père a déjà reçu la moitié de l'argent en avance. Si tu ne fais pas ta part, il aura de graves problèmes. » C'est à ce moment, en regardant dans les yeux de cet homme, qui planifiait d'utiliser mon corps comme une marchandise, que quelque chose en moi commençait à mourir. La fille rêveuse, qui croyait encore au conte de fées, l'enfant, qui espérait qu'un jour les choses s'amélioreraient, la fille qui faisait encore confiance, que sa mère la protégerait de tout mal, fait qui se passait cette nuit-là, était le premier de nombreuses horreurs que je vivrais dans les années à venir. Quand mon grand-père revenait, des heures plus tard, j'étais recroquevillé dans un coin de la pièce, avec la robe bleue déchirée et tachée, pleurant silencieusement. Il me regardait juste, allumait la lampe et disait les mots qui me entraient pendant des décennies. Habitutori, petite, à partir de maintenant, c'est ta fonction dans la famille. Et là, mon cauchemar commençait, un cauchemar qui durerait des années et me donnerait 10 enfants que je ne pourrais jamais élever, 10 morceaux de mon cœur arrachés et donner à des étrangers 10 souvenirs vivants des horreurs. Que j'ai vécu cette première nuit avec le docteur Auguste n'était que le début d'un chemin de ténèbres que moi, une fille de presque 13 ans, serais forcée de parcourir. Le lendemain matin, je me réveillais avec un corps douloureux et une âme brisée, mais il n'y avait pas de temps pour pleurer. Mon grand-père entrait dans la pièce tôt, jetait une robe propre sur le lit et m'ordonnait de me lever. « Bois ce thé », disait-il, tendant une tasse fumante. « C'est bon pour une femme. » Après, eh bien, ça aiderait à sourire que la graine prenne ses mots. Et sa crus et inhumains me faisait comprendre que dans sa vision, je n'étais plus sa petite fille. J'étais juste un champ fertile à cultiver pour le profit. Le thé avait un goût amer, d'herbes, que je découvrais plus tard être utilisé par les sages-femmes dans les zones rurales pour renforcer l'utérus. Je buvais en silence, les larmes séchées sur mon visage formant des traînées de sel. Ma mère revenait 2 jours plus tard. Ses yeux étaient gonflés d'avoir tant pleuré. Mais elle ne pouvait pas me faire face. Elle passait directement à côté de moi, s'enfermait dans notre petite pièce et ne sortait que des heures plus tard. Quand nous nous rencontrions enfin dans la cuisine, j'essayais de dire quelque chose, d'exprimer ma douleur, mon sentiment de trahison. Elle levait juste la main, arrêtant mes mots. « Ne dis rien, Thérèse. Ce qui est fait, est fait. » C'était la première fois que je ressentais de la colère envers elle.
une colère profonde, viscérale, qui se mêlait à l'amour et à la dépendance que je ressentais encore. Comment une mère pouvait permettre cela? Comment pouvait-elle prétendre que rien ne s'était passé? Mais ensuite, cet après-midi-là, je voyais quelque chose qui confondait encore plus mes sentiments. Ma mère payant au magasin d'alimentation, payant des factures en retard, achetant de la vraie nourriture pour notre garde-manger toujours vide. Le prix de mon innocence nourrissait notre famille. Et c'était que le début. Dans les semaines suivantes, je vivais dans un état d'alerte constant. Chaque bruit au portail me faisait trembler. Chaque regard de mon grand-père semblait annoncer une nouvelle visite, une nouvelle horreur. L'école devenait mon seul refuge. Là, pendant quelques heures, je pouvais prétendre être juste une fille normale, avec des rêves et des espoirs comme les autres. L'enseignante, Madame Cécile Lambert, remarquait mon changement. « Thérèse, tu es différente. Quelque chose s'est passé à la maison ?» demandait-elle un après-midi. Me retenant après le cours, j'ouvrais la bouche pour tout dire, pour supplier de l'aide, mais les mots de mon grand-père résonnaient dans mon esprit. Si tu le dis à quelqu'un, ils t'emmèneront à l'orphelinat. Et là, petite, c'est bien pire qu'ici. Je suis juste fatiguée. Madame, répondais-je, baissant les yeux, j'ai beaucoup aidé à la maison. C'est 1 mois après la première visite, le docteur Auguste revenait. Et après, lui, d'autres venaient. Pas beaucoup au début. Mon grand-père était prudent. Ne voulait pas éveiller les soupçons dans le quartier. Un homme ici, un autre là, tous plus âgés. Tous avec des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Tous prêts à payer cher pour l'utilisation de mon jeune corps, pour produire leurs héritiers. Quand mes règles étaient en retard, 2 mois après cette première nuit, mon grand-père fêtait comme s'il avait gagné à la loterie. Ça a marché du premier coup, s'exclamait-il à ma mère, qui hochait simplement la tête en silence. Je me souviens d'avoir posé ma main sur mon ventre encore plat, essayant de sentir un lien avec la vie qui commençait à se former là, une vie créée dans la violence, mais non coupable de quoi que ce soit. Le docteur Auguste était informé et apparaissait le lendemain avec sa femme, une femme mince et élégante nommée Claire Vignon. Elle me regardait avec un mélange de gratitude et de mépris que je n'oublierai jamais. « Tu vas nous donner le plus grand cadeau de tous », disait-elle, forçant un sourire, pendant que son mari parlait à mon grand-père sur la véranda. « Mais souviens-toi, ce n'est pas ton enfant, c'est le nôtre, que juste la jardinière, qui prend soin de notre graine. » Pendant cette première grossesse, à 13 ans, mon corps changeait rapidement. Je devais arrêter d'aller à l'école. Quand mon ventre commençait à se voir, nos dirons, que tu es parti passer du temps chez des parents à la campagne, expliquait mon grand-père. Quand tu reviendras sans ventre, personne ne posera beaucoup de questions. Oh, j'étais confinée à la maison pendant des mois. Le docteur Auguste payait pour des vitamines, de la bonne nourriture, même des vêtements de maternité. J'étais traitée comme une poule de prix qui devait être bien nourrie pour produire le meilleur œuf. Tous les 2 semaines, Louis et sa femme apparaissaient pour surveiller le développement. Ils m'examinaient, mesuraient mon ventre, écoutaient le cœur du bébé. Ces moments étaient trop humiliants.
pour être décrit. Ma mère, pendant cette période, commençait à changer avec l'argent entrant. Elle réduisait ses travaux de ménage, achetait de nouveaux vêtements, sortait plus avec des amis. C'était comme si elle essayait d'échapper à la réalité de ce qui se passait dans notre maison, comme si elle voulait croire que l'argent venait d'une autre source. Tu vas donner une meilleure vie à notre famille, disait-elle parfois, dans un rare moment où nous étions seuls. Un jour, tu comprendras que nous avons fait ce qui était nécessaire, mais je ne comprenais pas. Etienne comprendre jamais la naissance de mon premier enfant. Un garçon se passait à la maison avec une sage-femme payée par le docteur Auguste. C'était douloureux, effrayant, une expérience qu'aucune fille de 13 ans ne devrait traverser. Quand j'entendais enfin le cri fort de cet enfant, que j'avais porté pendant 9 mois, quelque chose s'éveillait en moi. Un instinct, un amour si profonde et immédiat qu'il me coupait le souffle. Je veux voir mon fils, demandai-je, tendant les bras à la sage-femme, qui l'enveloppait déjà dans une couverture bleue. Ce n'est pas ton fils, répondait-elle sèchement, remettant le bébé à Claire, qui attendait anxieusement à la porte. Tu as fait ta part, maintenant repose-toi. J'entendais les pleurs de mon fils diminuer, alors qu'il l'emmenait. Les larmes coulaient sur mon visage, tandis que je fixais le plafond, impuissante. C'était la première fois qu'une partie de mon cœur m'était arrachée. Ce ne serait pas la dernière. Je recevais son nom des jours plus tard, Pierre-Auguste, le docteur tenait à me le dire, peut être comme une forme tordue de gratitude. Il m'apportait aussi une grosse enveloppe avec de l'argent. Ta part pour l'excellent travail, disait-il. L'argent allait directement dans les mains de mon grand-père. Bien sûr, je n'avais que 2 semaines pour récupérer avant que mon grand-père ne vienne avec la nouvelle. Il y avait un autre couple intéressé, un cultivateur de café du nord de la Bretagne et sa jeune femme qui ne pouvait pas mener une grossesse à terme. Mais je viens juste d'avoir un bébé, protestai-je, mon corps encore douloureux, mes seins fuyant encore du lait, qu'aucun bébé ne téterait. J'ai besoin de temps. Le temps, c'est de l'argent. Parrot, répondait-il, implacable. Et ce cultivateur paie le double de ce que le docteur Auguste a payé. C'est ainsi qu'à 14 ans, je tombais enceinte pour la 2e fois, puis pour la 3e, presque sans intervalle, mon corps jeune, fort et en bonne santé, comme mon grand-père aimait le souligner aux clients, se rétablissait rapidement. J'étais une productrice efficace. Dans sa vision tordue, entre mes 13 et 18 ans, je donnais naissance à 5 enfants. 5 bébés qui étaient arrachés de mes bras avant que je puisse même mémoriser leur visage. Pour le monde extérieur, j'étais la petite fille problématique de Monsieur Gérard, qui allait et venait toujours chez des parents à la campagne. Toujours malade, toujours recluse. En réalité, j'étais une prisonnière, une esclave reproductive, maintenue sous contrôle par ma propre famille. Ma mère, pendant cette période, se transformait en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Avec l'argent de mes services, elle achetait sa propre maison de l'autre côté de la ville. Elle venait nous rendre visite de temps en temps, toujours bien habillée, toujours pressée. Elle obtenait ce qu'elle voulait, la liberté financière,
Le prix était la liberté de sa propre fille. « Pourquoi permets-tu cela ?» lui demandai-je une fois, mon ventre gros avec ce qui serait mon 4e enfant. « Pourquoi ne m'aides-tu pas à m'échapper ?» Elle détournait le regard, incapable de faire face à mon accusation directe. « T'échapper où, Thérèse? Avec quel argent? Pour faire quoi? Tu n'as même pas fini l'école primaire et maintenant tu as cette réputation. Quelle réputation? Celle que tu as créée pour moi d'une fille qui disparaît et réapparaît enceinte. Les gens parlent, ma fille et ton grand-père, il a des relations. Il y a des gens importants impliqués dans ceci. Des gens qui n'aimeraient pas être exposés. Amen. C'est alors que je comprenais, je n'étais pas seulement une victime de mon grand-père, j'étais une victime d'un système entier qui permettait à des hommes puissants d'acheter le corps d'une fille, qui fermait les yeux sur l'évidence, qui blâmait la victime au lieu de l'agresseur. Je réalisais qu'il y a, même si je m'échappais, où irais-je? Qui croirait mon histoire? À 19 ans, j'avais déjà donné naissance à 6 enfants. Mon corps montrait les marques de tant de grossesses consécutives. Des vergetures argentées couvraient mon ventre. Et mes seins, mon utérus était affaibli, comme une sage-femme me prévenait. Cette fille a besoin de repos. Monsieur Gérard, ou elle ne pourra plus en avoir. Cet avertissement effrayait assez mon grand-père pour me donner un intervalle de presque 1 an, la plus longue période de repos que j'avais dans toute ma jeunesse. Pendant ce temps, j'essayais de rassembler des forces, de penser à des alternatives, mais j'étais constamment surveillé, n'avais pas d'argent à moi, pas de documents, pas d'éducation formelle. C'est pendant cette période que je rencontrais Jeannette Thierry, une femme qui vendait des herbes médicinales et parfois aidait aux accouchements. Elle venait s'occuper de moi après les naissances, préparer des thés pour la récupération, appliquer des compresses. Peu à peu, je gagnais sa confiance. C'est Gilstefont n'est pas juste petite, murmurait-elle un jour, tout en appliquant une pommade sur mes vergetures. C'est contre la loi de Dieu. Et des hommes, pour la première fois depuis des années, je ressentais une lueur d'espoir. Quelqu'un voyait la vérité, quelqu'un reconnaissait l'horreur de ma situation. Aidez-moi à m'échapper. Madame Jeannette, s'il vous plaît, tenant ses mains ridées, s'il vous plaît. Elle secouait la tête tristement. Je ne peux pas, enfante. Ton grand-père a le shérif dans sa poche. J'ai vu d'autres essayer de s'échapper et finir dans des situations pires, mais je peux t'apprendre à te protéger un peu. C'était Jeannette qui m'apprenait sur les herbes qui pouvaient réduire temporairement ma fertilité, me donnant de courtes périodes de répit entre les grossesses forcées. Ce n'était pas la liberté, mais c'était quelque chose, un contrôle minimal sur mon propre corps. Quand j'avais 30 ans, j'étais déjà mère de 7 enfants que je n'avais jamais pu élever. 7 morceaux de mon cœur dispersés parmi des familles riches en Bretagne. Et dans les régions voisines, mon corps était fatigué, mon âme brisée. Mais quelque chose en moi refusait d'abandonner complètement. Je commençais à garder de petits morceaux d'informations sur chaque client, chaque bébé, noms, dates, particularités. Je cachais ces données sous une planche de plancher desserrée dans ma chambre. Je ne savais pas encore comment j'utiliserais ces informations. Mais quelque chose me disait
qu'un jour, elle serait importante. 3 grossesses plus tard, approchant de mes 23 ans, mon corps commençait à montrer des signes d'épuisement. La naissance de mon 10e enfant était particulièrement difficile. Je perdais beaucoup de sang, avait une infection, fallait mourir. Le médecin, qui était appelé en hâte et bien payé pour garder le secret, était catégorique. Cette jeune femme ne peut plus avoir d'enfant. L'utérus est extrêmement compromis. Pour mon grand-père, c'était comme si son poulet aux œufs d'or s'était cassé. Pour moi, ironiquement, cette complication médicale représentait une forme tordue de liberté. Sans pouvoir produire plus d'enfants, à quoi servirais-je? Que ferait-il de moi maintenant? La réponse venait plus vite et était plus cruelle que je ne l'imaginais, et avec elle venait enfin ma détermination à mettre fin à ce cycle d'horreur, une fois pour toutes. Vous devez vous demander comment une personne a survécu à tant d'horreurs tout en gardant sa santé mentale. La vérité est qu'une partie de moi mourait avec chaque bébé qui m'était arraché des bras. Je créais une sorte de forteresse interne, un endroit dans mon âme où je gardais des fragments de la fille que j'étais autrefois et des enfants que je n'avais jamais pu bercer. Les années entre mon premier enfant et le 10e passaient comme un cauchemar sans fin. Après le 3e bébé, je réalisais que je devais trouver un moyen de supporter cette vie. Pour éviter de devenir complètement folle, je commençais à me déconnecter du monde autour de moi, à vivre comme si j'observais tout de loin. Les gens qui connaissent ce genre de traumatisme appellent la dissociation. Et je l'appelais la survie. Le 4e bébé naissait quand j'avais 16 ans. Une fille avec des cheveux clairs, comme les miens, seulement dans cet instant où la sage-femme l'a soulevée. Pouvais-je voir son petit visage parfait avant qu'il ne l'emmène? Je pleurais pendant des semaines. C'est alors que je commençais à écrire sur des bouts de papier que je cachais sous le matelas. Des noms, des dates, des détails de chaque enfant. Je ne pouvais pas avoir de photos. Alors je dessinais du mieux que je pouvais des petits visages, des petites mains, la forme des yeux. C'était ma manière de les garder vivants en moi. Ma routine entre 6 et 23 ans était prévisible dans son horreur. Des périodes de service actif, comme mon grand-père appelait les moments, où j'étais visitée par des hommes qui voulaient m'imprégner, puis des mois de grossesse où j'étais bien nourrie et maintenue sous surveillance constante pour assurer des bébés en bonne santé. Couchement toujours douloureux, toujours suivi d'une séparation brutale. Puis une brève période de récupération et tout recommençait. Le 5e enfant naissait quand j'avais 17 ans. Un autre garçon, le 6e peu après mes 18 ans, le 7e à 19 ans, le 8e et le 9e avec de petits intervalles, atteignant mes 22 ans. Et enfin le 10e, quand j'avais 23 ans. La naissance qui m'a presque tué et endommageait définitivement mon utérus. Entre ces grossesses, je vivais des moments de désespoir si profonds que je considérais mettre fin à mes jours. Ce qui m'arrêtait étaient ces bouts de papier cachés, les registres de mes enfants, ces parties qui garderaient leur mémoire, qui sauraient la vérité sur leurs origines. Pendant ce temps, ma mère prospérait avec l'argent que ma souffrance générait. Elle achetait une meilleure maison, puis une petite boutique
un magasin de vêtements en centre-ville. Elle faisait des voyages à Paris pour acheter des marchandises, avait de nouveaux amis, fréquentait le meilleur salon de la ville. Notre relation devenait un abîme infranchissable lors des rares occasions où elle venait nous rendre visite. Elle apportait des cadeaux coûteux et des no-chills, de jolies robes que je ne pouvais porter qu'entre les grossesses, des parfums, des bibelots, comme si des objets pouvaient compenser la vente de sa propre fille. Un jour, tu comprendras que j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que nous avions, disait-elle, répétant cette phrase comme un mantra qui l'aidait peu, être à dormir la nuit. Je ne répondais jamais. Que pouvais-je dire? Que je comprenais. Cela serait un trop grand mensonge. Même selon les normes tordues de notre famille, mon grand-père, en revanche, affichait sa prospérité. Plus discrètement, il rénovait la maison, achetait une nouvelle radio, buvait de la bière importée. Plus important encore, il gagnait du statut. Il était vu comme un homme d'affaires prospère, invité à des événements importants en ville, traité avec respect. Personne ne questionnait la source de ses revenus soudains. Personne ne demandait après la petite fille, qui apparaissait et disparaissait, toujours recluse, toujours malade. Les hommes qui payaient pour l'utilisation de mon corps, varierend, mais ils avaient des choses en commun. Tous étaient riches, tous avaient des positions de pouvoir, médecins, cultivateurs, politicians, hommes d'affaires. Tous avaient des femmes qui, pour une raison ou une autre, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et tous se voyaient comme des bienfaiteurs, comme s'ils me rendaient un service en me violant à répétition. Tu devrais être reconnaissante, me disait une fois à deux un politicien important de la région, en boutonnant son pantalon après une autre séance de torture déguisée en tentative de conception. Beaucoup de filles donneraient n'importe quoi pour avoir ce qu'etoas, de la bonne nourriture, des vêtements, un toit, et tout ce que tu as à faire est de t'allonger et de recevoir la graine. Oh, j'avalais ma réponse avec ma dignité. J'apprenais tôt que protester ne faisait qu'empirer les choses, que crier n'apportait que plus de douleur, que pleurer ne faisait que les irriter. Alors je devenais silencieuse, absentée, même en étant présente, un corps sans âme, qu'ils utilisaient à leur guise. Il y avait des exceptions. Bien sûr, tous n'étaient pas cruels. Certains semblaient réellement mal à l'aise avec l'arrangement, mais trop désireux d'un enfant pour questionner la moralité de ceux qu'il faisait. L'un d'eux, un professeur d'université de Lorient, me demandait même si j'étais là de mon plein gré. Avant que je puisse répondre, mon grand-père intervenait. Bien sûr qu'elle a l'est. Docteur, elle sait l'importance du travail qu'elle fait générer des vies pour des familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement. Le mensonge était si absurde que je riais presque, mais le rire, comme tant d'autres émotions, était mort en moi il y a longtemps. Les femmes de ces hommes me traitaient de différentes manières, certaines avec une gratitude réticente, d'autres avec une jalousie à peine déguisée, la plupart avec un mélange de mépris et de fascination. J'étais à la fois la solution à leurs problèmes et le rappel vivant de leurs échecs. La seule chose qu'elles avaient en commun était la détermination à prendre pour elles les bébés que mon corps produisait.
comme s'ils étaient des marchandises commandées dans un magasin. Netatachipas m'avertissait la femme du 7e client quand elle remarquait que je caressais mon ventre tout en fredonnant une berceuse. Ce sera plus facile pour tout le monde. Si tu te souviens de ta place dans cet arrangement, ma place, comme si j'avais choisi cette position, comme si j'avais eu un choix quelconque, le 8e accouchement était particulièrement traumatique. L'enfant était en position de siège et la sage-femme traditionnelle ne pouvait pas résoudre la situation. Après des heures d'agonie, il devait appeler un médecin, pas le père de l'enfant, mais un autre médecin, généreusement payé pour ne poser aucune question. Il effectuait des manœuvres douloureuses et enfin, le bébé naissait, une fille si petite et fragile que je pensais qu'elle ne survivrait pas, ne pense même pas à mourir, murmurai-je à elle. Quand il la plaçait brièvement dans mes bras avant de l'emmener, « Sois forte, comme ta mère a dû l'être. » À ce moment, quelque chose changeait en moi. Une résolution commençait à se former, encore nébuleuse, encore sans forme définie. Si je ne pouvais pas sauver mes enfants, si je ne pouvais pas les récupérer, être pouvais-je au moins m'assurer qu'ils sachent la vérité un jour, qu'ils n'étaient pas les enfants des femmes qui les élevaient, mais d'une jeune femme qui n'avait jamais eu le choix. Je commençais à être plus méthodique dans mes notes secrètes, pas seulement des noms et des dates, mais des adresses que j'entendais occasionnellement dans les conversations, des détails sur les parents, des marques de naissance ou des caractéristiques distinctives de chaque bébé. Tous ceux qui pourraient un jour aider à les identifier entre le 9e et le 10e accouchement, j'avais la plus longue période de repos. Presque 10 mois, mon corps montrait des signes clairs d'épuisement. J'avais seulement 22 ans, mais semblais beaucoup plus vieille, affaiblie par des grossesses consécutives, des accouchements difficiles, des séparations traumatisantes et des abus constants. Certains jours, je pouvais à peine sortir du lit. C'est pendant cette période que je découvrais que ma mère avait acheté une maison de plage à Saint-Malo, une retraite de vacances construite avec l'argent généré par ma souffrance. La nouvelle venait par Jeannette, qui continuait d'être ma seule connexion avec le monde extérieur. Ta mère s'est présentée là, avec une nouvelle voiture, me disait-elle, tout en changeant les compresses d'herbe qu'elle appliquait sur mon dos douloureux, parlant de la nouvelle maison sur la plage, invitant les gens à visiter. On dirait que les affaires vont très bien. C'était comme un coup à l'estomac. Pendant que je vivais un cauchemar sans fin, ma propre mère jouissait des fruits de mon tourment, sans remords apparent. La trahison était presque aussi douloureuse que l'abus physique. Quand je tombais enceinte pour la 10e fois, à 23 ans, quelque chose en moi savait déjà que ce serait la dernière. Mon corps était à sa limite. La grossesse était difficile. Dès le début, nausées constantes, saignements, douleurs qui ne cessaient pas. Le médecin qui venait occasionnellement m'examiner, grassement payé par le père de l'enfant, un homme d'affaires du secteur du café, montrait de l'inquiétude. Mais personne n'osait suggérer d'interrompre la grossesse. Le produit final, la bébé, était trop précieux pour être perdu. Le travail commençait prématurément au 8e mois, douleur atroce, hémorragie, forte fièvre,
Je me souviens vaguement d'avoir été emmenée en urgence dans une clinique privée à la périphérie de la ville, où personne ne poserait de questions. Je me souviens du visage effrayé du médecin, des infirmières courant, de mon grand-père pâle d'inquiétude. Pas pour moi, bien sûr, mais pour l'argent qu'il cesserait de recevoir si je mourais. Le bébé naissait, un petit garçon en bonne santé, qui était immédiatement emmené. Moi, en revanche, j'étais entre la vie et la mort pendant des jours. Infection généralisée, hémorragie sévère, utérus irréparablement endommagé. Quand je reprenais enfin conscience complètement, le médecin était clair. Vous ne pouvez plus avoir d'enfant. Il a été nécessaire de retirer une partie de votre utérus pour sauver votre vie. Pour la plupart des femmes, cette nouvelle serait dévastatrice. Pour moi, c'était comme une porte s'ouvrant après une décennie enfermée dans un cachot. Ne pas pouvoir avoir plus d'enfants signifiait que je ne servirais plus au but que mon grand-père avait prévu pour moi. Cela signifiait que peut être enfant. Je pourrais entrevoir une forme de liberté, mais la réalité se révélait bien différente de mon bref espoir. Quand je rentrais à la maison, après 2 semaines à l'hôpital, je trouvais mon grand-père assis dans le salon, un verre de whisky à la main et un regard calculateur que je connaissais trop bien. « Tu m'as coûté une fortune avec tout ce trouble », disait-il, sans même demander comment j'allais. « Et maintenant, tu ne sers plus au but principal. » Je restais silencieuse. Attendant, il y a savais que tout ce que je dirais pourrait aggraver ce qui allait venir. Mais tu es encore jeune. Joli, continua-t-il. M'étudiant comme s'il évaluait un animal. Tu peux encore servir pour d'autres types de services. J'ai des amis qui paieraient bien pour une jeune femme expérimentée comme toi. Même si tu ne peux plus donner d'enfants, San, l'horreur de cette suggestion me frappait comme un éclair. Après tout ce que j'avais traversé, après avoir eu mon corps utilisé comme une couveuse pendant une décennie, maintenant je serais transformé en un objet sexuel pur et simple. L'idée était insupportable, incorrépire, que c'est que j'avais déjà vécu. C'était à ce moment, face à mon grand-père, et voyant en lui non plus l'homme qui devrait me protéger, mais le monstre qui avait détruit ma vie, que je prenais ma décision finale. Il était temps de mettre fin à ce cycle d'horreur. Quel qu'en soit le coût, il était temps de chercher ma liberté, ou de mourir en essayant avec un calme qui me surprenait moi-même. Je hochais simplement la tête légèrement et me retirais dans ma chambre. Je ne disais rien, ne montrais aucune révolte. Je le laissais penser qu'il m'avait complètement brisé, que j'étais juste une coquille vide prête à accepter tout destin qu'il planifiait pour moi. Mais cette nuit-là, seule dans ma chambre, je jurais sur les 10 enfants qui m'avaient été volés, que cet homme paierait pour chaque larme que j'avais versée, pour chaque cri que j'avais réprimé, pour chaque morceau de moi qui avait été vendu sans mon consentement. Je jurais que je trouverais un moyen de m'échapper et de m'assurer qu'il ne ferait jamais à une autre fille ce qu'il m'avait fait. La vengeance, détourne, est un plat qui se mange froid. Et moi, après 10 ans en enfer, j'étais prête à servir la mienne. Je planifiais ma vengeance avec la patience de quelqu'un qui a attendu trop longtemps. Avec le
calme froid de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, pendant que mon corps se rétablissait lentement de la chirurgie, qui avait sauvé ma vie, mais m'avait retiré la capacité d'avoir plus d'enfants. Mon esprit travaillait sans relâche, élaborant chaque détail de ce que je ferais ensuite. Mon grand-père me donnait 2 semaines de repos, avant de commencer à amener des visiteurs pour me rencontrer, des hommes différents de ceux d'avant. Il ne cherchait pas d'enfants. Il cherchait juste du plaisir sans engagement, de vieux amis à lui, des politiciens locaux, des hommes d'affaires en voyage d'affaires, tous prêts à payer cher pour quelques heures avec une jeune femme, qui, selon lui, savait déjà comment plaire à un homme. Je faisais semblant de me soumettre, je baissais les yeux, hochais la tête. Quand il donnait des ordres, ne protestes pas, je voulais qu'il croyait qu'il m'avait complètement brisé, que j'étais juste une poupée sans volonté propre. Il était crucial qu'il ne soupçonne pas le feu, qui grandissait en moi pendant la journée, quand j'étais seule dans la maison. Mon grand-père maintenait ses routines habituelles. Partant le matin pour ses affaires, je commençais à fouiller chaque coin de cette maison. J'avais besoin de 3 choses essentielles: de l'argent, des documents et des preuves. L'argent était le plus facile à trouver. Mon grand-père, malgré sa méfiance naturelle, était devenu trop confiant au fil des années. Il gardait une bonne somme à la maison, cachée dans un double fond à l'intérieur de la vieille armoire. Pas beaucoup, mais assez pour me donner un départ ailleurs. Les documents étaient plus compliqués. Mon grand-père gardait tout verrouillé dans un tiroir de bureau. La clé, je découvrais, après des jours d'observation de ses mouvements, restait sur un porte-clés qu'il portait toujours avec lui, sauf quand il prenait une douche. C'était pendant une de ces douches que je parvenais à faire une copie en savon, que j'utilisais plus tard pour mouler une clé improvisée. Quand j'ouvrais ce tiroir, je trouvais toute ma vie résumée dans des papiers jaunis, certificat de naissance, vieux documents scolaires, même un carnet de vaccination de mon enfance. Mais plus important encore, je trouvais les registres des affaires de mon grand-père, des carnets où il notait méticuleusement chaque transaction, chaque paiement reçu pour la vente de mon corps, et des bébés que je générais, noms, dates, valeurs, les preuves complètes de ces crimes. Je prenais ces carnets avec des mains tremblantes, ayant du mal à croire qu'il serait assez stupide pour garder des registres aussi compromettants. Mais je comprenais que c'était son trophée. Sa preuve de ruse, il n'imaginait jamais que j'oserais toucher ses affaires, que j'aurais le courage de l'affronter. J'ai photographié chaque page utilisant un appareil photo simple que j'achetais à un voisin, disant que je voulais enregistrer les fleurs de la cour pour un projet personnel. Puis je remettais les carnets exactement comme ils étaient. Il ne pouvait rien soupçonner, jusqu'à ce que ce soit trop tard. Le 3e élément de mon plan était le plus difficile. J'avais besoin d'un allié, quelqu'un qui pourrait m'aider à m'échapper. Quand le moment viendrait, quelqu'un à qui je pourrais faire confiance dans un monde où la confiance m'avait été volée avec tout le reste. C'est alors que je pensais à Jeannette, la vieille guérisseuse, qui m'avait aidé pendant des années, qui s'était occupée de moi après chaque accouchement, qui me regardait avec une compassion sincère quand tout le monde ne voyait qu'une marchandise. S'il y avait quelqu'un qui m'aiderait
Ce serait elle. Un après-midi, quand mon grand-père sortait pour gérer des affaires dans la capitale, j'envoyais un garçon du quartier appelé Jeannette, disant que je me sentais malade quand elle arrivait, anxieuse et essoufflée. Je fermais la porte derrière elle et déversais enfin tout, pas seulement ce que tout le monde savait déjà sur les grossesses forcées, mais mon plan d'évasion, mon besoin de justice. Petite, disait-elle, après m'avoir écouté en silence, c'est que tout planifies est dangereux. Ton grand-père a des amis puissants. Si ça tourne mal, si ça tournait mal, je serais morte, complétait-je, avec un calme qui l'effrayait. Mais j'ai été morte à l'intérieur pendant des années. Madame Jeannette, qu'ai-je à perdre? Elle m'étudiait longtemps, ses vieux yeux pesants, non seulement mes mots, mais la détermination derrière eux. Enfin, elle hochait la tête. Je t'aiderai, enfante, mais nous devons être très prudentes. Ah, c'était Jeannette qui établissait le contact avec un journaliste d'un journal de l'Orient. Elle ne racontait pas toute l'histoire. Juste assez pour susciter l'intérêt, une jeune femme maintenue en captivité, forcée de porter des enfants pour l'avant. Un stratagème de plusieurs années impliquant des personnes puissantes, le genre d'histoire qui pourrait faire la carrière d'un journaliste ambitieux. Pendant ce temps, je continuais ma comédie de soumission. Je recevais les clients que mon grand-père amenait, faisait semblant d'être résigné à mon sort. Il était si confiant dans le contrôle qu'il exerçait sur moi qu'il commençait à devenir néglige. Il ne verrouillait plus la porte de ma chambre la nuit. Parfois, il sortait et mettait longtemps à revenir, me laissant seul pendant des heures. Je profitais de ces moments pour organiser tout ce dont j'aurais besoin. Des vêtements de base dans un petit sac caché sous le lit, l'argent que j'avais détourné peu à peu, roulé dans de vieilles chaussettes, les documents importants que j'avais réussi à récupérer du bureau, et surtout toutes les preuves des crimes de mon grand-père, soigneusement documentées. Le plan était simple, mais risqué. Une nuit où mon grand-père serait sorti pour une réunion importante à l'association commerciale. Jeannette viendrait me chercher. Nous irons directement à Lorient, où le journaliste nous rencontrerait. Je livrerai toutes les preuves, donnerai mon témoignage complet. Et ensuite disparaîtrai. Je commencerai une nouvelle vie loin de là, avec une nouvelle identité que Jeannette avait fournie à travers des contacts que je préférais ne pas questionner. Tout était prêt, chaque détail planifié. J'attendais avec une anxiété croissante le jour convenu. 15 juin 1979, une date que je n'oublierai jamais. Mais comme on dit, même les plans les mieux conçus peuvent mal tourner. Et le mien a presque échoué. La veille de l'évasion, mon grand-père rentrait à la maison plus tôt. Ce jour-là, visiblement altéré par la boisson, c'était déjà inhabituel. Il buvait rarement à l'excès, se vantant toujours de garder l'esprit alerte pour les affaires. Quelque chose s'était passé, quelque chose de grave. Prépare-toi, ordonnait-il, jetant une valise de voyage sur mon lit. Nous quittons la ville tôt demain. Je sentais mon sang se glacer dans mes veines. Quittero, pour l'Auvergne. Un de mes amis a une ferme isolée là-bas. Nous resterons un moment jusqu'à ce que les choses se calment ici.
Quelle chose? Demandai-je, essayant de contrôler le tremblement dans ma voix. Il me lançait un regard soupçonneux, comme s'il évaluait si je savais quelque chose. Mes affaires, c'est juste ce que je t'ai dit. Oh. Quand il quittait la pièce, je me permettais un moment de panique silencieuse. Tout s'effondrait, d'une manière ou d'une autre. Il avait découvert quelque chose, peut être sur le journaliste, peut être sur mes plans, peu importait. Et si, qui importait, c'était que si je quittais cette maison avec lui le lendemain matin, je n'aurais jamais une autre chance. Je devrais agir cette nuit-là même, seul, sans Jeannette, sans le soutien que j'avais planifié. C'était maintenant ou jamais. J'attendais jusqu'à ce que j'entende des ronflements bruyants venant de sa chambre. La boisson, au moins, avait servi à quelque chose. Il dormait profondément, avec mon cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait l'entendre. Je rassemblais mes affaires déjà préparées et m'approchais doucement de la porte. C'est alors que j'entendais des coups légers sur la fenêtre arrière. Pétrifié de peur, j'attendais. Les coups se répétaient dans un motif spécifique que je reconnaissais immédiatement. C'était le signal convenu avec Jeannette. J'ouvrais soigneusement la fenêtre pour éviter de faire du bruit. Elle était là, son visage ridé tendu par l'inquiétude. « Nous devons partir maintenant », murmurait-elle. « Ton grand-père a découvert quelque chose. Il prévoit de t'emmener demain. »« Comment le sais-tu » demandai-je. « Surprise. Le fils de Clarisse travaille dans le bar où ton grand-père était aujourd'hui. Il a tout entendu. Il a reçu un avertissement de quelqu'un dans la police. Un ami, semble-t-il. Le journaliste a posé trop de questions, attiré l'attention. Wow. Il n'y avait pas de temps pour des explications complètes. Je passais mon petit sac à travers la fenêtre et puis me glissais par l'ouverture étroite. À 23 ans, après 10 grossesses, mon corps n'était plus celui d'une adolescente mince. Mais le désespoir me donnait une force que je ne savais pas posséder. Nous marchions rapidement dans la nuit, évitant les rues principales. Jeannette avait un neveu qui nous attendait dans une vieille voiture à la sortie de la ville. Le plan avait changé, expliquait-elle, alors que nous marchions. Nous n'irions plus à Lorient, c'était trop risqué. Nous irons à Rennes, où elle avait un cousin qui pourrait nous héberger temporairement. Et le journaliste, l'épreuve, demandai-je, inquiète que toute la préparation était vaine. Je lui ai tout envoyé hier, répondait-elle. Des copies de tous ceux que tu as rassemblés. Il publiera l'histoire dans 2 jours, quand nous serons loin d'ici. Tiens, je ressentais un mélange de soulagement et de frustration. Une partie de moi voulait être présente quand mon grand-père serait confronté à ces crimes, voulait voir son visage, quand il réaliserait que la petite fille qu'il pensait avoir brisée avait détruit sa vie. Mais une autre partie, la plus sage, plus préoccupée par la survie, savait que Jeannette avait raison. Ma présence ne ferait que compliquer les choses. Et j'avais trop souffert pour risquer ma liberté nouvellement conquise. Le neveu de Jeannette nous emmenait à la gare routière d'une ville voisine, où nous prenions un bus pour Rennes pendant le voyage de près de 5 heures. Je parlais à peine, je regardais par la fenêtre, observant le paysage changer, les collines de Bretagne cédant
progressivement au paysage urbain de l'île-et-Vilaine, ressentant un mélange confus d'émotions. La peur, bien sûr, la peur d'être retrouvé, d'être ramené, mais aussi l'espoir, un espoir fragile, hésitant comme une plante commençant à pousser dans un sol longtemps stérile. Étonnamment, la culpabilité de laisser derrière moi 10 enfants que je ne connaîtrai jamais. 10 morceaux de mon cœur dispersés parmi des familles qui achetaient le droit d'être leurs parents. Ils sont mieux là, où ils sont, disait Jeannette à un moment, comme si elle lisait mes pensées. Des familles avec de l'argent, de l'éducation. Que pourrais-tu leur offrir maintenant? C'était vrai. Aussi douloureux que cela soit à admettre, j'étais une jeune femme de 23 ans, sans éducation formelle, sans compétences professionnelles, sans argent, fuyant un passé terrible. Quel genre de vie pourrais-je donner à 10 enfants? Mais je faisais une promesse silencieuse dans ce bus, alors que les lumières de la route traversaient l'obscurité. Un jour, quand je serai en sécurité, quand j'aurai construit quelque chose pour moi, j'essaierai de les retrouver, pas pour perturber leur vie, ou extraire des vérités qui pourraient être trop douloureuses, mais juste pour savoir qu'ils allaient bien, pour m'assurer qu'au moins quelque chose de bon était sorti de tant de souffrances. Nous arrivions à Rennes le lendemain matin. La ville était un choc pour moi, qui n'avais jamais quitté la Bretagne rurale. Le Brout, les foules, les grands bâtiments, tout semblait irréel. Comme un film, la cousine de Jeannette, Madame Zoé Perrault, vivait dans un petit appartement dans le quartier de Villejean à Rennes. Elle nous recevait avec une hospitalité prudente, clairement peu enthousiaste à l'idée d'héberger des fugitives. Mais le respect qu'elle avait pour Jeannette parlait plus fort, c'était là, 3 jours après notre évasion, que je voyais le titre dans le journal, que Madame Zoé rapportait du travail. Scandale à Quimper. Un réseau de vente de bébés implique des figures importantes. Je lisais l'article avec des mains tremblantes. Le journaliste avait fait un travail impressionnant, reliant les points, intervivantes, qui soupçonnaient le réseau depuis des années, mais avaient peur de parler, présentant les preuves que j'avais rassemblées. Mon nom n'apparaissait pas. J'ai été identifiée seulement comme une jeune femme maintenue en captivité pendant plus de 10 ans. Mais mon histoire était là, exposée dans toute sa brutalité. Mon grand-père avait été arrêté avec 2 médecins impliqués et un shérif qui couvrait le réseau. D'autres clients étaient en cours d'investigation. L'article mentionnait que je m'étais échappée et que ma localisation était inconnue. Il mentionnait aussi ma mère. Elle niait toute connaissance du réseau, prétendant que je croyais avoir des problèmes mentaux et tombée enceinte de petits amis occasionnels. Personne ne la croyait. Bien sûr, les preuves étaient accablantes. Je ressentais un mélange complexe d'émotions quand je finissais de lire du soulagement, principalement à la justice, enfin, mais aussi une profonde tristesse, pas pour la chute de mon grand-père. Ce monstre méritait chaque seconde en prison, mais pour la vie qui m'avait été volée, pour les années qui ne reviendraient jamais, pour l'innocence perdue, qu'aucun titre de journal ne pourrait restaurer. Et maintenant, demandai-je à Jeannette cette nuit-là, alors que nous étions assises sur le petit balcon de l'appartement, regardant les lumières de la grande ville,
qui était maintenant notre refuge. Maintenant, tu vis, petite, répondait-elle, ses vieux yeux brillants d'une sagesse que seul l'âge apporte. Vis, pour de vrai, pour la première fois qu'un test que j'essayais de faire avec l'argent que j'avais apporté, je louais une chambre simple dans le quartier de Villejean, à Rennes. J'obtenais un emploi dans une boulangerie locale où j'apprenais à faire des pains et des pâtisseries. Lentement, très lentement, je commençais à reconstruire quelque chose comme une vie, mais l'ombre du passé était longue. J'avais des cauchemars constants, je sursautais au bruit soudain, j'évitais les hommes à tout prix. Je me fermais dans mon petit monde, peur de faire confiance, de m'ouvrir, de vraiment vivre. C'est alors, 6 mois après mon évasion, qu'un événement inattendu changeait le cours de ma vie à nouveau. Une rencontre fortuite qui m'apprendrait que même après l'enfer, il est possible de trouver la paix, même après l'obscurité la plus complète. La lumière peut briller à nouveau. Rennes, dans les années 80, était une ville de contraste qui m'effrayait et me fascinait à la fois pour quelqu'un qui avait été élevé dans une captivité déguisée en maison. Chaque coin représentait un nouveau défi. Chaque interaction sociale était un test pour mon esprit blessé, que la boulangerie où je travaillais était sur une rue latérale animée du quartier de Villejean. Je me levais à 4 heures du matin pour préparer le pain qui nourrirait des centaines de renais pressés. J'aimais le travail manuel, la simplicité de transformer la farine et l'eau en subsistance, la chaleur du four, qui semblait aussi réchauffer mon cœur gelé. C'était par un matin pluvieux de mars 1980, 6 mois après mon évasion, que je rencontrais Sébastien Mercier. Il entrait dans la boulangerie, trempé, secouant son parapluie cassé et riant de sa propre malchance. Jour parfait pour un café chaud. Et un toast, ne trouves-tu pas? Demandait-il, me souriant avec une naturalité qui me déconcertait. Je n'étais pas habitué aux hommes qui me parlaient comme si j'étais une personne normale. Pas son embête. Sébastien était chauffeur de bus, 30 Hands, avec sa propre histoire de dépassement des adversités, fils de parents immigrés d'Espagne. Il perdait ses parents tôt et était élevé par une tante dans des conditions difficiles. Il gagnait chaque morceau de sa vie par un travail acharné et une gentillesse qui semblait résister à toutes les difficultés que le monde lui imposait. Il commençait à apparaître à la boulangerie tous les matins, toujours poli, toujours respectueux. Il parlait de choses simples. Le temps, les nouvelles du journal, un film qui passait à la télévision, jamais de questions personnelles, jamais d'invasion de mon espace, comme s'il percevait instinctivement que je portais des blessures profondes qui ne devaient pas être touchées. Je l'évitais, bien sûr, j'évitais tous les hommes. Mais il y avait quelque chose chez Sébastien, peut être la manière dont il parlait avec la même gentillesse à tout le monde. Du propriétaire de la boulangerie à la dame qui balayait le trottoir, qui commençait lentement à percer le mur que j'avais construit autour de mon cœur. Notre premier rendez-vous était aussi simple qu'il était inattendu. Il m'offrait un trajet un jour où le ciel s'ouvrait sur Rennes
J'acceptais seulement parce que l'alternative était d'attendre des heures un bus qui pourrait même ne pas venir dans la vieille voiture, mais impeccablement propre. Nous parlions vraiment pour la première fois. Il me racontait son rêve d'avoir une petite ferme en périphérie de la ville, élever des poules, planter un jardin. Il parlait de l'avenir avec un espoir qui m'était complètement étranger. Et toi, Thérèse, quel est ton rêve ? Demandait-il, avec un intérêt sincère. Je restais silencieuse si longtemps qu'il devait penser que je ne répondrais pas. La vérité est que je ne m'étais jamais permis de rêver. Survivre consommait déjà toute mon énergie. La paille, répondais-je enfin. Je veux juste un peu de paix. Il hochait la tête, comme si cette simple réponse contenait toute la sagesse du monde. Il ne posait plus de questions. Il allumait simplement la radio, laissant la musique remplir le silence entre nous. Notre relation grandissait avec la lenteur d'une plante délicate. D'abord les trajets occasionnels, puis les promenades dans le quartier le dimanche. Un film, des Thames and Thames, toujours en respectant mes limites, ne pressant jamais pour plus, que je ne pouvais donner. Il me fallait 6 mois pour lui raconter des fragments de mon histoire. Pas tout, je n'avais pas le courage pour cela, mais assez pour qu'il comprenne pourquoi je tremblais. Quand quelqu'un élevait la voix, pourquoi je reculais. Quand un homme s'approchait trop près, pourquoi je pleurais. Quand je voyais des enfants jouer dans les parcs, Sébastien écoutait tout sans interrompre, sans juger. Quand je finissais, il prenait simplement ma main. Le premier contact physique que nous permettions au-delà d'une brève étreinte. D'au revoir, et disait « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, Thérèse. » Je ne me sentais pas forte. Je me sentais brisée, endommagée, incomplète, mais quelque chose en la manière dont il me regardait, comme s'il voyait au-delà des cicatrices, me faisait penser que juste peut être, je pourrais me reconstruire. Notre premier baiser se passait presque 1 an après notre rencontre, sur un banc de parc devant l'église de Vigeant. C'était hésitant, doux, et me faisait pleurer, pas de douleur, ni de peur, mais parce que je réalisais que malgré tout, j'étais encore capable de ressentir quelque chose au-delà du traumatisme. Il y avait encore de la place en moi pour la tendresse. Nous pouvons aller aussi lentement que tu en as besoin, me disait-il cette nuit-là. J'ai tout le temps du monde. Et c'est exactement ce que nous faisions. Nous sortions ensemble pendant 3 ans, avant de nous marier dans une cérémonie simple à la même église, où nous partagions notre premier baiser. J'avais 27 ans. Et je me sentais comme si je naissais à nouveau. Sébastien connaissait toute mon histoire à ce moment-là. Chaque détail sombre, chaque horreur que j'avais vécue, il connaissait les cicatrices sur mon corps et sur mon âme. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, il m'aimait. Notre vie de couple était un apprentissage constant. Il y avait des nuits où je me réveillais en criant, prise au piège dans des cauchemars, où mon grand-père revenait pour m'emmener, des moments où l'intimité devenait impossible, où le toucher le plus doux déclenchait des souvenirs terribles. Sébastien ne se plaignait jamais, n'exigeait jamais. Il me tenait simplement en silence, attendant que la tempête en moi passe lentement. Je retrouvais mon chemin vers la vie,
avec l'aide d'une psychologue recommandée par Jeannette, qui restait une présence constante et aimante dans notre vie, je commençais à traiter le traumatisme, à comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé ne me définissait pas complètement, ne déterminait pas mon avenir. En 1984, 2 ans après notre mariage, Sébastien parvenait à réaliser son rêve. Avec nos économies combinées, nous achetions une petite ferme dans le pays de la Loire, pas luxueuse, une maison simple, au Morchao de Terre, quelques arbres fruitiers déjà plantés, mais c'était à nous un endroit sûr, loin des ombres du passé. C'était cette même année que nous affrontions notre premier grand défi en tant que couple. Après des mois à essayer de tomber enceinte sans succès, les médecins confirmaient ce que nous suspections déjà. Les complications de ma 10e naissance avaient laissé des séquelles permanentes. Je ne pourrais jamais avoir d'enfant biologique à nouveau. Pour beaucoup de femmes, cette nouvelle serait dévastatrice. Pour moi, c'était complexe. D'un côté, il y avait la tristesse de ne pas pouvoir donner à Sébastien un enfant de notre amour. De l'autre, un soulagement coupable de ne pas avoir à traverser à nouveau le processus physique et émotionnel de la grossesse, si associé dans mon esprit au traumatisme et à la perte. Nous pouvons adopter, disait Sébastien. La nuit où nous recevions la confirmation médicale, il y a tant d'enfants qui ont besoin d'un foyer d'amour. Nous pouvons construire notre famille d'autres manières. L'idée d'adoption touchait quelque chose de profond en moi. Mes 10 enfants biologiques étaient dispersés dans le monde, vivant des vies que je ne connaîtrai jamais. Était-ce une manière de guérir cette blessure, non pas en les remplaçant, car cela serait impossible, mais en canalisant l'amour maternel que je n'avais jamais pu exprimer vers des enfants. Qui, comme moi, avait été marqué par l'abandon et la douleur. Le processus d'adoption dans les années 80 était bureaucratique et lent, surtout pour un couple d'origine simple comme nous. Mais Sébastien était persistant et il y avait surprise. Que la patience peut être une forme de résistance. Nous visitions des orphelinats, remplissions des formulaires, passions par des entretiens et des évaluations. C'était dans un foyer à Redon que nous trouvions Marine Jacquet, une fille de 4 ans aux yeux trop sérieux pour son âge. Elle avait été abandonnée par sa mère adolescente et était passée par 2 familles adoptives qui l'avaient rendue pour être trop difficile. Elle parlait peu, avait des cauchemars constants et parfois des crises de colère apparemment sans raison. Je reconnaissais immédiatement en elle le reflet de ma propre douleur. Quand nous nous approchions de son petit lit dans le dortoir collectif, elle se recroquevillait comme un petit animal blessé, s'attendant à un autre rejet. Au lieu de cela, je m'asseyais par terre à distance et commençais à chanter doucement une berceuse que ma mère me chantait avant que tout ne s'effondre. Le 3e jour de notre visite, elle me permettait de brosser ses cheveux. Le 5e, elle tenait la main de Sébastien. Alors que nous marchions dans le jardin du foyer, le 10e, elle demandait timidement si elle pouvait nous appeler maman. Et papa, il fallait presque un an pour que toutes les procédures légales soient complétées. En 1986, nous ramenions fin Marine à la maison. Notre famille commençait officiellement. Les premiers mois étaient difficiles
Marine testait constamment nos limites, comme si elle s'attendait qu'à tout moment, nous l'abandonnerions comme tous les autres avant nous. Elle avait des crises de pleurs qui duraient des heures, refusait de dormir seule, détruisait des jouets dans des accès de fureur, mais je comprenais cette douleur, comprenais la peur de l'abandon, la colère contre un monde qui semblait déterminé à blesser les plus vulnérables, et progressivement, avec un amour constant et des limites sûres. Marine commençait à s'épanouir, son premier rire sincère, en voyant un chevreau nouveau-né dans notre petite ferme, était comme une musique à mes oreilles. 2 ans plus tard, nous agrandissions notre famille à nouveau. Cette fois, c'était 2 frères et sœurs, Tishor Marchal, Six Ants, et Anne Poirier, seulement 2 ans. Ils avaient perdu leurs parents dans un accident de voiture et n'avaient pas d'autres parents prêts à les élever. César était protecteur et sérieux, assumant des responsabilités bien au-delà de son âge. Anne, si petite, cherchait encore sa mère dans les premières semaines. Notre maison, autrefois si silencieuse, se remplissait de voix d'enfants, de courses, de petites découvertes quotidiennes. Nous plancions ensemble dans le jardin, prenions soin des animaux, regardions la télévision, blottis les uns contre les autres, les nuits de pluie. Sébastien construisait des balançoires dans les arbres et apprenait à César à pêcher dans le ruisseau qui traversait notre propriété. Je faisais des gâteaux le dimanche et racontais des histoires avant le coucher, inventais des récits où des enfants tristes trouvaient des familles qui les aimaient pour toujours. En 1988, notre famille était complétée avec l'arrivée de Guillaume Joly, un bébé de seulement 3 mois qui avait été abandonné à la porte d'une église. Contrairement aux autres enfants, il ne portait pas de souvenirs traumatiques, seulement le besoin universel d'être aimé. Marine, maintenant tenants, assumait le rôle de grande sœur avec fierté, aidant à s'occuper du bébé comme si c'était sa mission dans la vie. Regardant mes 4 enfants, que je les voyais comme les enfants de mon cœur. Je me demandais parfois à propos des 10 autres, ceux que j'avais portés dans mon ventre, allaient-ils bien? Étaient-ils heureux? Savaient-ils quelque chose de leurs origines? La réponse à la dernière question venait de manière inattendue en 1992, quand Guillaume n'avait que 2 ans. Une lettre arrivait, adressée à moi, sans adresse de retour. À l'intérieur, un article de journal et une note manuscrite. L'article provenait d'un journal breton, daté de la même année. Il parlait d'un livre récemment publié qui révélait des détails sur l'affaire des ventres alloués de Quimper. Comme le réseau de mon grand-père était devenu connu, l'auteur du livre était identifié seulement comme le fils d'un des couples impliqués, qui avait découvert ses origines après avoir trouvé des documents cachés dans la maison de ses parents. La note manuscrite disait simplement « Merci de nous avoir donné la vie, même dans les pires circonstances. Certains d'entre nous savent maintenant la vérité. Nous allons bien. J'espère que tu vas bien aussi. » Je pleurais pendant des heures après avoir lu ces mots. Je pleurais pour la fille que j'étais, pour la mère que je n'avais jamais pu être, pour ces 10 enfants, pour les vies qui suivaient des chemins si différents des miens, mais pour la première fois,
ce n'était pas seulement des larmes de douleur. Il y avait aussi du soulagement, de la gratitude, un sentiment que quelque chose d'important avait été reconnu et honoré. Je ne découvrais jamais lequel de mes enfants biologiques m'avait trouvé, ou comment je respectais leur désir d'anonymat, leur choix de simplement me faire savoir qu'ils allaient bien, qu'ils connaissaient une partie de la vérité. C'était plus que je n'avais jamais espéré avoir. Les années suivantes étaient d'une tranquillité relative. Nos enfants grandissaient, faisaient face à leurs propres défis, construisaient leurs identités. Marine devenait enseignante, sa manière sérieuse, trouvant un but dans l'éducation des autres enfants. César suivait les traces de Sébastien, devenant chauffeur professionnel. Anne découvrait un talent pour la musique que nous cultivions avec fierté. Et Guillaume, notre plus jeune, grandissait comme un enfant heureux et confiant, sans les ombres qui marquaient ses aînés chez Bostean. Et moi vieillissions ensemble, notre amour mûrissant comme un bon vin. Il était diagnostiqué avec un diabète en 1995, ce qui apportait quelques limitations à notre vie. Mais nous affrontions cela comme nous affrontions tout ensemble, un jour à la fois. En 1998, nous recevions la nouvelle que ma mère était décédée, seule dans sa maison de plage à Saint-Malo, sans jamais avoir essayé de me contacter. J'apprenais aussi en 2010 que mon grand-père était mort en prison. Il avait 92 ans. Et, selon le journal, n'avait jamais montré de remords pour ses crimes. Je ne ressentais rien au-delà d'un vague sentiment de clôture. Quand j'apprenais ces décès, ces personnes qui partageaient mon sang, mais jamais mes valeurs, avaient cessé d'avoir du pouvoir sur moi, il y a longtemps. Ma vraie famille était autour de moi, dans le mari qui m'avait appris à faire confiance à nouveau, dans les enfants que nous avions choisis et qui nous avaient choisis, dans les petits-enfants qui commençaient à arriver, apportant une nouvelle vie et de l'espoir. Aujourd'hui, à 66 ans, je regarde en arrière et vois une vie qui, malgré ses débuts traumatiques, était remplie de bien plus d'amour que de douleur. Chez Bostean, mon compagnon de 43 ans, reste à mes côtés, un peu plus lent à cause de l'âge, mais avec le même sourire doux qui m'a conquise dans cette boulangerie du quartier de Villejean. Notre maison est le point de rencontre pour les déjeuners du dimanche, où 3 générations se réunissent. Marine, Théchor et Guillaume apportent leurs propres enfants, mes précieux petits-enfants. Et nous remplissons la table de nourriture, d'histoires, de rires. Dans les moments les plus heureux, je regarde autour de moi et pense, c'est la guérison, c'est la rédemption. Je ne suis jamais retournée à Quimper, je n'ai jamais voulu revoir les lieux qui étaient le décor de mes souffrances. Mais je n'ai jamais non plus caché mon histoire à mes enfants. Quand ils grandissaient, je leur racontais des versions adaptées à leur âge, en soulignant toujours que les horreurs que j'avais vécues ne définissaient pas qui j'étais devenue. La vie peut vous briser, leur disais-je toujours, mais c'est à vous de décider si vous resterez brisé ou si vous rassemblerez les morceaux et construirez quelque chose de nouveau. C'est que j'ai fait. J'ai rassemblé mes morceaux un par un, avec patience et détermination.
J'ai construit une vie qui, bien que marquée par des cicatrices visibles et invisibles, est la mienne. Une vie que j'ai choisie, pas une qui m'a été imposée en 2015, à 56 ans. Je commençais à donner des conférences dans des écoles, des églises, des centres communautaires, partageant mon histoire pour sensibiliser à la traite des êtres humains et à la violence contre les femmes. C'était pas facile de revivre ces souvenirs. Maïcha Kifois, que je voyais une jeune femme dans le public hocher la tête, reconnaissant une partie de son propre parcours dans le mien. Je savais que cela valait la peine. C'est à ce moment que ma petite fille aînée, la fille de Marine, me suggérait de partager mon histoire en ligne. Mamie, tu pourrais toucher tellement plus de gens avec une chaîne YouTube, disait-elle, avec l'enthousiasme de la jeunesse. Je riais au début. L'idée d'une vieille femme comme moi utilisant la technologie semblait absurde. Mais elle insistait et avec l'aide de mes petits-enfants, j'apprenais à naviguer dans ce monde numérique, créant une chaîne où je partageais non seulement mon histoire, mais aussi des messages d'espoir, de résilience, de reconstruction. Si vous regardez cette vidéo et traversez des moments difficiles, sachez qu'il y a de l'espoir de l'autre côté de la douleur, que même dans les situations les plus sombres, il y a toujours la possibilité de la lumière, que vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez et plus résiliente que vous ne le croyez